Bonsoir. Nouvelle représentante du Canada pour lutter contre l'islamophobie. Le malaise dans les rangs libéraux, toujours palpable. Geneviève Tellier et Daniel Bélan sont avec nous. Contrat accordé à la firme de consultants McKinsey, la fonction publique s'en trouve-t-elle fragilisée? On en débat avec notre panel de députés. Prévision économique pour 2023. Une récession est-elle inévitable? On pose la question au sénateur Clément Gignac, ex-économiste en chef à l'Industrielle Alliance. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le premier ministre Justin Trudeau a encore dû défendre aujourd'hui la nomination d'Amira El-Gawabi comme représentante spéciale d'Ottawa pour lutter contre l'islamophobie. Je vous rappelle que dans une chronique publiée en 2019, la militante et ex-journaliste avait écrit que les Québécois semblaient influencés par un sentiment anti-musulman. Alors que les conservateurs et le gouvernement du Québec continuent d'exiger son départ, M. Trudeau maintient qu'elle est la bonne personne pour occuper ce poste, mais dans les rangs des ministres libéraux, le malaise reste palpable. J'appuie à 100% Mme El-Gawabi. Elle a démontré tout au long de ses années de travail une sensibilité, une ouverture et une rigueur dont on a besoin maintenant. Je comprends que faire face à l'islamophobie, ça va exiger des conversations importantes et parfois difficiles, mais on a besoin de quelqu'un qui s'y connaît, qui est ancré à fond, et je sais que c'est la bonne personne. Bien, comme je l'ai dit la semaine dernière, comme Québécois, j'étais profondément blessé par ses propos. Je le suis encore, d'ailleurs. Mais sa job, c'est son travail, c'est d'ouvrir un dialogue. Moi, je suis prêt à discuter. D'ailleurs, j'ai demandé une rencontre la semaine dernière. Lorsque ceci est arrivé, elle a accepté de me rencontrer. Et je pense que je la vois dans les prochains jours. Et c'est là-dessus que je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bélan de l'Université McGill. Bonsoir à vous deux. C'est un plaisir de vous retrouver. Pareillement, merci. On va commencer par la nomination controversée d'Amira El-Gawabi. Le premier ministre Trudeau persiste et signe. Il aurait nommé Mme El-Gawabi, même s'il avait pris connaissance de ce qu'elle avait écrit dans le passé. Il est décidé à la garder en poste, mais quand même, il y a un malaise dans ses propres troupes. On vient d'entendre le lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, qui répète qu'il est blessé par ses propos. Geneviève, d'abord, qu'est-ce qu'il faut penser de cette nomination de Justin Trudeau? Moi, j'ai l'impression que cette nomination-là a été faite clairement en ayant en tête le reste du Canada. C'est-à-dire qu'on pensait aux électeurs, surtout de l'Ontario, de Toronto, aussi de d'autres régions, mais on parle à la population anglophone. Et je pense pas qu'on ait eu à l'esprit de vouloir plaire au Québec. Alors, pour M. Trudeau, je pense qu'il y a vraiment une stratégie qui est derrière ça. Et c'est ce qui explique pourquoi il recule pas en ce moment. Il dit oui, je la garde, c'est exactement la personne que je voulais. Parler d'islamophobie et d'avoir cette vision fédérale et anglo-saxonne ou canadienne-anglaise. Et pour ce qui est des préoccupations du Québec, j'ai l'impression que les libéraux ont peut-être un peu lancé la serviette sur ce débat-là, puis rajouter là-dedans la loi 21, la loi 96, la clause dérogatoire. Ça commence à en faire beaucoup. Ouais. J'ai l'impression que justement les préoccupations sont maintenant ailleurs, sont pas celles du Québec. Parce que Daniel, Pierre Poilievre, on le sait, s'est empressé de demander la démission de Mme El-Gawabi. Le gouvernement du Québec l'a fait aussi hier. Est-ce que c'est une affaire, justement, qui pourrait avoir un impact sur la popularité de Justin Trudeau au Québec? Ben, c'est parce que ça s'ajoute à d'autres controverses, par exemple, concernant la nomination de la gouverneure générale, concernant le fait qu'elle ne parle pas français, ou à l'époque, en tout cas, lorsqu'elle a été nommée. Donc, c'est que ça s'ajoute à d'autres dossiers. Et donc, je pense que c'est de bonne guerre de l'opposition, pour l'opposition, en tout cas le Bloc et les conservateurs, de critiquer le gouvernement là-dessus. Mais le NPD est dans une situation beaucoup plus délicate. Et le NPD, évidemment, en général, va soutenir ce genre de nomination. Ouais. Donc oui, je pense qu'il y a deux publics. Là. Il y a le public québécois francophone et il y a le public dans les autres provinces, public anglophone. Et je pense que ça, c'est les deux solitudes, encore une fois, qui sont présentes, mais de façon, je dirais, nouvelle au sujet de l'islamophobie, qui est quand même assez récente là, sur notre agenda politique. Parlons maintenant de l'affaire McKinsey. On a appris que le gouvernement fédéral a accordé des contrats de plus de 100 millions de dollars à la firme McKinsey.
Ottawa a même signé un contrat ouvert jusqu'en 2100 avec McKinsey pour des services informatiques. Donc, c'est un contrat d'une durée de plusieurs décennies. C'est une information qui a refait surface au premier jour de l'enquête sur ces contrats en comité parlementaire à Ottawa. Geneviève, d'abord, est-ce que cette façon de faire appel à des consultants externes, ça vient, vous pensez, fragiliser la fonction publique canadienne? Ah oui, ça fait des années, les experts qui regardent la fonction publique, justement, on le savait, on voyait ça se produire et on déplorait l'expertise qui disparaît. Alors, on fait affaire à des consultants externes, puis il y a une rotation chez ces consultants-là. Et donc, la fonction publique elle-même se sent un peu vidée de toute son expertise. Alors, c'est préoccupant de la façon de faire. En plus de ça, il y a la préoccupation des liens qu'il pourrait y avoir entre le gouvernement en place et les firmes de consultants. Alors, ça serait que chaque nouveau gouvernement aurait sa propre firme, parce que c'est quelque chose qui se produit finalement. Et ça aussi, c'est préoccupant. Est-ce qu'on veut avantager certaines compagnies avec qui on a des liens personnels? Et c'est ça qui peut être très dommageable pour Justin Trudeau. C'est que si on apprend qu'il y a des liens serrés avec, par exemple, Dominic Barton, qui était l'ancien PDG de McKinsey, et qui a eu des faveurs, là, ça pourrait vraiment embarrasser le gouvernement. On n'est pas rendu là, on commence, mais on va apprendre sans doute beaucoup de choses qui vont risquer de mettre dans l'embarras. Daniel, vous pensez que c'est une affaire délicate pour le gouvernement Trudeau? Oui, c'est une affaire délicate. Je pense qu'on met l'accent sur McKinsey en partie parce que, les libéraux ont augmenté de façon dramatique l'utilisation de cette compagnie-là, mais il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est la pointe de l'iceberg. McKinsey, comme le dit Geneviève, ça fait longtemps qu'on utilise des consultants et au fédéral, il y a 5 ou 6 autres grandes compagnies qui font beaucoup d'argent. De l'argent des contribuables qui est utilisé à des fins, justement pour embaucher des consultants. Et je pense qu'il faudrait regarder cette situation-là en général et pas seulement mettre l'accent sur McKinsey. Mais évidemment, l'opposition veut marquer des points contre le gouvernement. On essaie on s'intéresse à McKinsey parce que c'est une compagnie qui a une réputation quand même controversée à l'étranger. On a vu des scandales ou des affaires, en tout cas en France, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Mais je pense qu'il faudrait examiner le rôle des consultants de façon plus générale au fédéral et dans les provinces. Sur la rencontre des premiers ministres sur les transferts en santé la semaine prochaine à Ottawa, le premier ministre Trudeau, on le sait, parle d'une rencontre de travail. Geneviève, vous vous attendez à quoi? J'aimerais bien avoir un chiffre, puis je pense que tout le monde voudrait avoir un chiffre. Alors, c'est quoi l'argent qui est sur la table? Et aussi de voir un peu comment on va diviser la tarte. Alors, ce qu'on a appris, c'est qu'il va y avoir une entente globale pour les provinces et territoires, puis ensuite des ententes sectorielles. Où va aller le principal montant, les sommes qui vont être dédiées? Est-ce qu'ils vont être dédiés à des programmes très, très précis aussi? Est-ce que ça va varier beaucoup d'une province à l'autre? Puis évidemment, les fameuses conditions dont on attend tout le temps de parler et qui semblent peut-être que c'est plus vraiment des conditions, mais plus de la transparence ou de l'information. Enfin, on verra. Mais oui, j'ai l'impression qu'à peu près tout le monde aimerait bien savoir c'est quoi le chiffre que le gouvernement fédéral, le montant, là, le gouvernement fédéral veut mettre sur la table pour aider les provinces. Oui. Daniel, avec toute la pression sur le système de santé au pays, on le sait, le réseau craque de partout. Est-ce que les premiers ministres sont condamnés finalement à s'entendre sur quelque chose, à nous annoncer des résultats concrets dès le 7 février, dès la semaine prochaine? En théorie, Ottawa n'a pas besoin de l'accord des provinces. C'est son pouvoir de dépenser, donc ils peuvent changer, augmenter de façon unilatérale les transferts en santé, même si les provinces en voudraient plus. Ça va être un compromis. Mais oui, je pense qu'en termes de perception publique, ils vont devoir essayer de s'entendre au moins sur un cadre. Et puis, on va attendre, quels sont les chiffres là, que le gouvernement fédéral, combien d'argent le gouvernement fédéral est prêt à ajouter là, à la cagnotte qui existe déjà. Mais je pense que c'est beaucoup de compromis des deux côtés. Donc, comme Geneviève l'a dit, on ne parlera plus vraiment de conditions parce que ce langage-là, il y a beaucoup de premiers ministres provinciaux qui n'aiment pas ça. Alors, on va parler plus de cibles communes ou de partage des données, de choses un peu vagues comme ça. Et puis, pour ce qui est de l'argent, je pense pas que les provinces vont recevoir autant qu'elles le demandent. Mais ça, c'est ça quand on négocie. On demande beaucoup pour obtenir parfois un peu moins. Oui, à suivre. Donc, évidemment, la semaine prochaine. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir.
On va revenir maintenant sur le recours à la firme McKinsey par le gouvernement fédéral. Les sommes versées à McKinsey ont littéralement explosé entre le règne des conservateurs et celui des libéraux. Elles étaient en fait à 2,2 millions de dollars sous Stephen Harper. 7 ans plus tard, elles sont à 66 millions sous Justin Trudeau. Alors, pour en discuter, je retrouve notre panel de députés dans le foyer de la Chambre des communes. Pour les libéraux, Arif Virani, pour les conservateurs, Luc Berthold, pour le Bloc québécois, Julie Vignola et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir, vous quatre. Bonsoir. Arif Virani, je vais commencer avec vous. Bon, 7 organismes fédéraux ont payé 62 millions de dollars à McKinsey entre mars 2021 et novembre 2022 pour différents contrats. On a même appris hier qu'Ottawa a signé un contrat ouvert jusqu'en 2100 avec McKinsey pour des services informatiques. Je vous demanderai d'abord, pourquoi avoir recours à une firme de consultants privés au lieu de la fonction publique? Donc, la première chose que je peux souligner, c'est le fait qu'on n'est pas en train de remplacer les fonctionnaires publics, on est en train de les assister. Spécialement pendant la pandémie, c'était nécessaire. Il fallait livrer les bénéfices, les prestations pour plusieurs personnes au pays. Et l'assistance avec une compagnie comme McKinsey, comme plusieurs d'autres compagnies, était nécessaire. Deuxième chose, il faut corriger la compréhension des gens. Ce qui est là pour jusqu'à 2100 n'est pas un contrat. Effectivement, c'est une liste des vendeurs préférentiels qui est là pour approvisionner les services au gouvernement du Canada. Cette liste a existé pour notre gouvernement, pour le gouvernement précédent. C'est une façon de gérer l'approvisionnement pour un gouvernement. Ça existe au niveau provincial aussi. Donc, avec cette liste-là, c'est comme les compagnies comme Bell, SAS et les autres compagnies comme ça. Ouais. Ils sont sur une liste préférentielle pour lesquels on peut continuer le contrat. Mais il n'y a pas un contrat comme tel avec un montant d'argent signé avec McKinsey jusqu'à 2100. Chez les conservateurs, Luc Berthold, vous êtes allé aussi loin que de soulever des liens entre la firme McKinsey et la crise des opioïdes aux États-Unis. Pourtant, à l'époque de Stephen Harper, votre gouvernement a aussi eu recours à McKinsey, même si c'est dans une moindre mesure, non? Dans une moindre mesure, il n'y a pas aucune commune mesure. Et c'est pas nous qui faisons les liens, c'est la firme McKinsey qui a été impliquée aux États-Unis avec des compagnies pharmaceutiques qui faisaient la promotion de l'usage des opioïdes. C'est ça qui est arrivé, c'est la réalité. Donc, on ne fait pas de lien. Les liens se font d'eux-mêmes. Et il faudrait poser la question aux libéraux, parce qu'on a tenté de le savoir depuis hier. Vous avez parlé d'un montant de 66 millions. D'autres médias révèlent que les organismes gouvernementaux et le gouvernement, ce serait plutôt de l'ordre de 116 millions. Notre chef, Pierre Poilievre, demande aux libéraux combien de millions, combien de contrats ont été donnés à McKinsey depuis 2015. Et malheureusement, les libéraux refusent de répondre à cette question. Et oui, effectivement, c'est un manque de confiance totale de la part des fonctionnaires, pour les fonctionnaires, de la part des libéraux, parce que pourquoi payer des firmes pour faire le travail de réflexion du service conseil alors qu'on a des fonctionnaires qui sont payés, qui sont compétents pour le faire? On va y revenir dans un instant, mais je veux aller au Bloc québécois tout de suite. Julie Vignola, vous avez aussi soulevé, vous, des doutes par rapport au travail de la firme de consultants McKinsey auprès du ministère de l'Immigration. Qu'est-ce que vous voulez dire aux juges? Qu'est-ce qui vous inquiète? En fait, sur le site de la firme, il était question de la Century Initiative, l'initiative du siècle, selon laquelle, en 2100, et vous voyez la redondance dans l'année, en 2100, le Canada aurait 100 millions de personnes et étrangement, soudainement, depuis quelques mois, en fait, c'est également l'objectif du gouvernement que le Canada ait 100 millions de personnes. Donc, il y a un lien à faire entre cette initiative-là et l'idée du Canada d'accélérer l'immigration à 500 000 personnes par année. Au NPD, Alexandre Boulris, est-ce que le recours à une firme externe comme McKinsey, comme ça par Ottawa, c'est pas finalement justifié, surtout dans un contexte particulier comme celui de la pandémie? Bon, après tout, le gouvernement du Québec l'a fait de son côté. Qu'est-ce que vous en pensez au NPD?
de temps en temps, Mme Bégin, c'est correct d'avoir un regard externe qui vient un petit peu amener une autre culture organisationnelle. Mais là, ce qu'on voit, là, c'est systématique. C'est presque une dépendance envers une firme de consultants privés américains. C'est d'une ampleur jamais vue dans l'histoire. Vous l'avez souligné au départ. Puis c'est un mépris envers la fonction publique. C'est une sorte de privatisation avec une compagnie qui, disons-le, là, est pas blanche comme neige. Là. Le conservateur, M. Berthold, le soulignait, mais aussi une compagnie qui est poursuivie en France, puis qui a des contrats avec des compagnies d'armement russes et chinoises en ce moment même. Alors pourquoi un recours systématique à des firmes privées comme ça, que ce soit Deloitte, McKinsey ou alors KPMG? Les libéraux sont comme devenus habitués à ça et ça donne pas de meilleurs services à la population. Bon, justement, je vais revenir à vous, Arif Virani, parce que vous m'avez dit d'entrée de jeu, on n'est pas en train de remplacer la fonction publique canadienne. Est-ce que quand même cette façon d'avoir recours à des consultants externes, ça vient fragiliser la fonction publique au pays? Ça a des risques de rendre plus fragile la fonction publique? C'est une bonne question, mais je crois que vraiment, franchement, la réponse est non. Ça peut assister les fonctionnaires de notre système public. Moi, je suis moi-même j'étais un avocat dans le domaine public au niveau provincial, en Ontario, par exemple. On avait toujours l'opportunité à embaucher le secteur privé de temps en temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que même des libéraux dans le comité étaient pour l'enquête qui suit maintenant. Donc, la recherche qu'ils vont faire est nécessaire parce que les députés méritent les réponses et les Canadiens méritent les réponses vis-à-vis comment leurs sous étaient dépensés. Et aussi, j'aimerais juste souligner que dans la plupart des cas, c'est les départements qui gèrent les contrats, qui sont là pour assurer la transparence, qui sont là pour vérifier si le due diligence est fait ou non, pour vérifier comment l'argent est dépensé et comment l'argent est utilisé, effectivement. Ouais. Luc Berthold? C'est incroyable. Ce que je viens d'entendre là me coupe les jambes. Encore une fois, les cabinets de ministres libéraux refusent de prendre la responsabilité de ce pourquoi ils ont été élus, c'est-à-dire d'être tenus responsables des dépenses gouvernementales, d'être tenus responsables des dépenses des différents ministères. Voyons donc, voir s'il n'y a pas personne dans le cabinet qui était au courant qu'il y avait un contrat de 25 millions de dollars qui avait été donné au ministère de l'Immigration à la firme McKinsey. Et si c'est le cas, bien, il y a un grand problème de fonctionnement chez les libéraux actuellement. C'est juste qu'ils ont perdu le contrôle. Après 8 ans de pouvoir, on se serait attendu qu'ils soient capables de gérer les ministères, de gérer les services qu'ils donnent aux citoyens. Mais non, il faut qu'ils engagent des firmes externes parce qu'ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas d'idée à l'interne. Et malheureusement, quand on entend les fonctionnaires commenter ces contrats à McKinsey, on se rend compte que les idées ne sont pas nécessairement meilleures. Donc, c'est du gaspillage éhonté pendant que les Canadiens ont vraiment besoin de sous parce que le coût de tout absolument augmente actuellement. Julie Vignola, Bloc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que d'avoir recours comme ça à des firmes de consultants privés, ça vient fragiliser la fonction publique canadienne? Avec 2500 plaintes faites par la fonction publique pour l'utilisation de sous-contractants, la question est excellente. Et il faut dire aussi que les consultants, oui, on peut en utiliser pour essayer de faire ressortir les forces à l'interne. Des fois, il y a des gens qui ont des compétences, on les connaît peu ou on les connaît moins, étant donné le nombre de fonctionnaires sous la férule d'un gestionnaire. Puis le consultant vient rassembler pour faire ressortir les idées et les expertises à l'interne, puis mettre les gens en confiance. Mais encore là, les idées doivent venir du fonctionnariat. Et actuellement, ce qu'on entend, c'est avec des contrats jusqu'en 2100 notamment, avec aussi l'explosion de contrats avec des consultants, c'est de dire, bien, on n'a pas confiance que le changement peut venir de l'intérieur. Et pourtant, le meilleur changement, le plus durable, c'est celui qui vient de l'interne. C'est celui qui va être le plus solide parce que les gens vont y croire, ils vont y adhérer. Alors, en utilisant des consultants à répétition, on mine cette expertise-là qu'on est capable de déployer à l'interne. Alexandre Boulris, qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, je vais aller dans le sens de mes collègues de l'opposition, là, parce qu'effectivement, ça mine la fonction publique, c'est une perte d'expertise, c'est une vision à court terme. Et puis, on a donné des contrats, franchement, qui n'ont aucun bon sens. Donner un contrat à une firme externe pour un processus de plainte pour harcèlement sexuel dans l'armée canadienne. En plus de ça, Louise Arbour a fait un rapport en disant que c'était même pas bon. Ils ont fallu redonner un autre contrat pour essayer de régler les problèmes. La fonction publique est capable de faire ça. Un des pires, un rapport sur l'impact de la pandémie sur le secteur touristique. Hey, ça n'a pas besoin d'être un génie puis une firme américaine pour être capable de nous dire qu'il n'y avait plus de touristes, là. Comment ça fait qu'on a donné des millions de dollars pour ça? 25 millions à Immigration Canada. Combien d'employés on aurait pu engager pour traiter des dossiers des résidents permanents, des gens qui attendent leur statut puis leur visa? 25 millions de dollars, c'est énorme. Alors, c'est une vision à court terme, puis ça ne donne pas des meilleurs services à la population. Il faut absolument changer ça. On va se laisser là-dessus. Arif Virani, Luc Berthold, Julie Vignola, Alexandre Boulris, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci. En plus des contrats à la firme McKinsey, c'est l'économie et l'inflation qui dominent la reprise des travaux à la Chambre des communes. Encore aujourd'hui, le chef conservateur Pierre Poilievre a attaqué le gouvernement Trudeau pour sa gestion de l'économie canadienne et des finances publiques et aussi de son impact sur les Canadiens affectés par la hausse du coût de la vie. Après 8 ans, ce premier ministre a doublé notre dette nationale en ajoutant 500 milliards de dollars de déficit inflationniste. Qu'est-ce qu'on a reçu pour cet argent-là? Les paiements mensuels pour les hypothèques et le loyer ont doublé depuis 8 ans. Les aînés ont de misère à se nourrir à cause des politiques inflationnistes de ce gouvernement depuis 8 ans. Le taux de criminalité a augmenté de 32 % après 8 ans de ce premier ministre. Mais qui a gagné? Les consultants de McKinsey qui ont reçu plus de 100 millions de dollars. J'ai demandé hier 5 fois combien total est-ce que cette entreprise a reçu. L'honorable ministre des Sports. Président, on le sait, les choses sont instables actuellement. Les choses sont difficiles pour les Canadiens. On a fait face à la pandémie. On a été là pour les gens. On est fiers de l'avoir fait. C'était la chose à faire. Maintenant qu'on traverse une autre période difficile où les taux d'intérêt ont augmenté, on va continuer d'être là pour les gens qui en ont le plus besoin. On va continuer d'agir de façon responsable pour que notre économie continue de croître et d'offrir des bons emplois pour la population. On va continuer notre travail, Monsieur le Président. Et ça survient alors que les analystes prévoient encore des nuages à l'horizon. Statistique Canada nous apprenait aujourd'hui que l'économie canadienne a légèrement progressé en novembre, mais semble avoir encore stagné à la fin de l'année. Alors, pour tenter de voir ce que nous réserve 2023, je retrouve le sénateur indépendant Clément Gignac, ex-économiste en chef à l'Industrielle Alliance. Bonsoir, Monsieur le sénateur. Bonsoir. D'abord, sur les risques de récession, plusieurs économistes prévoient une légère récession en 2023 et que l'économie canadienne va se redresser au deuxième semestre de l'année. Vous, qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal? En fait, les probabilités sont assez élevées, Mme Bégin, parce que quand on regarde ça, il y a des délais de transmission d'une politique monétaire sur l'économie. Donc, clairement, là, on commence à voir les effets qui se vont sentir. On le voit très bien dans le secteur du logement, au niveau de l'habitation. On commence à le savoir aussi au niveau des ventes automobiles. Donc, clairement, les risques sont quand même élevés, mais on veut rassurer les gens. Là. Quand on parle d'une récession, c'est pas une dépression économique avec une poussée du chômage. On parle d'un repli temporaire de l'activité économique, du PIB, de 2 à 3 trimestres. Et qui plus est, ça va même pas généraliser. Ça sera probablement dans quelques secteurs. Oui, les risques sont élevés, mais on parle pas d'une récession là profonde comme on a vu là en 2008-2009 lors de la crise financière ou au début des années 80. Là. Donc, récession de courte durée. Ce sera à partir de quand pour se terminer quand? C'est pas une science exacte. Comme vous savez, l'économie, ça va à réaction du comportement des consommateurs, des entreprises et des gouvernements aussi. Si les gouvernements arrivaient dans leur budget de ce printemps, ce que je ne prévois pas, mais encore de verser de l'argent comme ils l'ont fait l'année passée, bien là, à ce moment-là, ça stimule l'économie. Donc, on verra. On parle probablement que c'est un passage un peu à vide là, au printemps, début de l'été, qu'on pourrait voir les effets, mais encore une fois, de courte durée. Les fondamentaux économiques sont quand même relativement bons. En fait, c'est en réaction à ces hausses successives de taux d'intérêt là, qu'on voit
un certain repli de l'activité économique. Justement, parce que on sait que pour tenter de maîtriser l'inflation, la Banque du Canada a relevé son taux d'intérêt directeur la semaine dernière. C'était la 8e fois de suite. Ces augmentations avaient commencé il y a 1 an, là, grosso modo. Est-ce que la hausse des taux d'intérêt se fait pleinement sentir au Canada ou si on va continuer à sentir encore plus les effets de ces hausses d'intérêt? En fait, elle ne se fait pas encore pleinement sentir. Ça va être à venir. Oui, pourquoi c'est le cas? Parce qu'il y a des gens qui avaient utilisé des hypothèques fixes peut-être pour 2 ou 3 ans, et là, ça vient à échéance. Donc, quand on renouvelle, on va aller à des taux plus élevés. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un délai de transmission. Donc, plein impact là, des hausses qu'on a eues, les 8 successives, là, au-delà de 400 points de base, ça va être à compter du printemps et de l'été qu'on va voir les pleins effets. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la Banque centrale a décidé de parler de pause conditionnelle, c'est-à-dire que là, on va se mettre un peu sur les lignes de côté pour voir le plein effet d'impact que ça a sur les finances des ménages, sur la capacité des gens aussi de pouvoir acheter une maison ou de peut-être au niveau de leur automobile, parce que c'est certainement pas les mêmes mensualités que les gens vont faire face là, au niveau du renouvellement. Ouais, cette contraction, je dirais, des dépenses, ça survient au moment où on se sort de la pandémie. Il y a des grands pans de l'économie qui, quand même, redémarrent. Je pense, entre autres, au secteur des transports. On sait évidemment que les restrictions de voyage liées à la COVID-19 ont été levées. Est-ce qu'il y a quand même des secteurs de l'économie qui sont actuellement en croissance au pays? Bien, définitivement, vous l'avez mentionné, le secteur des transports. Gardons à l'esprit qu'il y a une demande latente là, qui est un peu inassouvie, qui là, maintenant, avec la levée des restrictions, que les gens ont le goût de voyager, ils ont le goût de sortir dans des restaurants. Donc, c'est pour ça que cette récession-là, si jamais récession il y a, qui sera pas profonde nécessairement, puis qui sera pas une récession traditionnelle. Parce que souvent, c'est au niveau des voyages qu'on voit les impacts importants au niveau du tourisme. Or, cette fois-ci, parce que les gens ont été privés pendant 2 ans, 2 ans et demi, et que, disons-le, il y a des ménages qui ont quand même pas mal de sous là, qu'ils peuvent utiliser, qu'il y a des secteurs qui seront pas très affectés, alors que par le passé, ils étaient affectés par la récession. Donc, ici, on parle vraiment du tourisme au niveau des voyages. Donc, oui, on va resserrer les budgets. On va peut-être décider de prolonger la durée de vie de l'automobile un peu plus longtemps. On va peut-être couper un peu dans certaines sorties. Mais à la réalité, si on parle au niveau des transports, des voyages en général, je pense que avec le vieillissement de la population également, on pense qu'il y a des secteurs comme ça qui seront pas tellement touchés au niveau du ralentissement économique. 2 questions rapides pour revenir d'abord à la hausse des taux d'intérêt. Quand la Banque du Canada a relevé son taux directeur la semaine dernière, elle a déclaré qu'elle prendrait maintenant une pause, mais quand même a gardé la porte ouverte à de nouvelles hausses si l'inflation n'est toujours pas maîtrisée. Est-ce que vous croyez que l'augmentation des taux d'intérêt, c'est derrière nous, ou si vous pensez qu'il va y en avoir d'autres à court ou moyen terme? Quant à moi, je pense que l'essentiel est fait. Pour qu'on ait d'autres hausses de taux d'intérêt, il faut vraiment qu'on voit, mettons, tout à coup, le prix des matières premières réaugmenter de nouveau, le prix du pétrole, une accélération rapide des salaires, ce qui est sous contrôle encore actuellement. Mais je pense qu'on parle vraiment d'une pause conditionnelle. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment vérifier l'impact de toutes ces hausses-là successives. Donc, c'est pas une science exacte, comme j'ai dit plus tôt, mais si on n'est pas à la fin des hausses, on est tout près de la fin des hausses des taux d'intérêt. Mais ça dépendra également des gouvernements dans leur budget fédéral et provinciaux si on injecte encore d'argent, parce qu'en faisant cela, on fait juste stimuler l'inflation et à ce moment-là, provoquer des hausses supplémentaires de taux. Oui, parce que vous parlez justement des budgets. Un des moments très attendus de cette reprise des travaux au Parlement, c'est le prochain budget de la ministre des Finances, Mme Freeland, probablement au mois de mars, on verra. À quoi on peut raisonnablement s'attendre de la part du gouvernement Trudeau compte tenu des risques de récession? Ben, en fait, ça va être différent des derniers budgets où on avait injecté beaucoup d'argent. Cette fois-ci, il y a quand même des priorités. On voit qu'on veut régler pour des raisons politiques et autres. Le dossier de la santé, c'est quand même majeur. Ce que les provinces demandent, que le fédéral passe sa participation de 22 à 35 de l'ensemble des coûts. Esther, on parle de 28 milliards de plus par année d'une façon récurrente. Évidemment, ça sera peut-être pas le chiffre que le fédéral va décider, mais c'est substantiel. Donc, moi, je m'attends plutôt à des programmes au niveau d'investissement, d'infrastructure, aussi au niveau de la formation de la main-d'œuvre, parce que s'il y a un ralentissement économique, il y aura peut-être des pertes d'emplois puis des aménagements.
Donc, je m'attends plutôt à cela que plutôt des aides monétaires comme on a eu là, dans le dernier budget ponctuel de 500 $, de 800 $. Donc, clairement, ça va être un budget qu'on va regarder plutôt à moyen et à long terme pour assurer de ramener le Canada sur une croissance soutenable de l'économie, puis aussi faciliter la transition verte. Clément Gignac, sénateur indépendant et ex-économiste en chef à l'Industrielle Alliance. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 31 janvier sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.